Bonjour, dans cette séance, on ne va pas continuer avec le code intermédiaire, mais on va plutôt se pencher sur l'exécution d'un programme et qu'est-ce qui se passe dans la mémoire. On va parler de l'allocation de la mémoire et comment est-ce qu'on exécute les différentes procédures. Alors, on va commencer par la gestion des procédures par pile. Après ça, on va expliquer le flot de contrôle, que ce soit par pile logique ou par pile physique. Ensuite, nous parlerons de l'activation de procédures et on va y voir l'arbre d'activation, l'exemple de Quicksort et l'arbre d'activation de l'exemple Quicksort. On va parler par la suite de l'allocation de l'espace mémoire, que ce soit avec allocation statique, allocation par pile ou allocation en tas. Alors, comme on a dit, cette séance se concentre sur le lien entre le programme source et les actions qui se produiront à l'exécution du programme, hormis le code et sa génération. L'allocation et la désallocation des données sont gérées par le module d'infrastructure d'exécution. À chaque fois qu'une procédure ou fonction est exécutée, on parle d'une activation de la procédure. Dans le cas de procédures récursives, plusieurs activations de la même procédure peuvent coexister. Un petit rappel, une procédure est une déclaration qui associe un identificateur, le nom de la procédure, à un énoncé, le corps de la procédure. Suivant le vocabulaire de certains langages, une procédure qui retourne une valeur est une fonction. On dispose d'une notation comme F, A, B, C servant à indiquer que la procédure est appelée. Donc, quand on voit F entre parenthèses des paramètres, ça veut dire qu'on vient d'appeler une procédure. Certains identificateurs inclus dans la définition de procédure ont un rôle spécial et sont appelés paramètres formels. Comme dans l'exemple ici, dans la définition de cette procédure, on va trouver comme int A, int B, c'est ce qu'on appelle des paramètres formels. Des arguments ou paramètres actuels peuvent être passés à la procédure lors de l'appel, comme ici A, B, C. Ils remplacent les paramètres formels de la procédure au cours de cet appel. On passe maintenant à la gestion des procédures par pile. La procédure F dans la pile, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Donc, pour toute procédure, dans la pile, on va avoir un espace qui est réservé aux variables locales de la procédure avec ses variables temporaires. Et un espace qui est réservé aux différents paramètres de la procédure. Si on a une deuxième procédure maintenant, la procédure G dans la pile, ce qui va se passer, c'est que on va avoir un nouvel espace ici pour les variables locales et temporaires de la procédure G et un espace pour les paramètres de la procédure G. Sachant que avant on avait un espace pour les variables locales et temporaires de F et un espace pour les paramètres de F. Alors un exemple, donnez le code 3 adresses du programme suivant. Simple fonction. Alors il y a la fonction ou la procédure simple fn qui prend un paramètre. Ça c'est un paramètre formel, on est dans la définition. On déclare deux variables locales, x, y, et on a une instruction x égale à x fois y fois z. Et le main, on appelle cette fonction avec un paramètre 137. Bien sûr, un entier. Alors, donnez le code 3 adresses. Une solution maintenant. Alors, le void simple fonction, je fais un label simple fn, deux points. Et après ça, pour toute fonction, j'ai besoin d'un begin func. C'est pour indiquer qu'on débute une fonction.
Et devant le begin func, je dois indiquer l'espace total de la partie réservée aux variables locales et temporaires. On a vu que dans la pile, il y a un espace qui est réservé pour les variables locales et temporaires. Combien est-ce qu'on doit laisser pour cet espace? C'est l'instruction begin func qui nous dit la taille de cet espace. Donc ici, je dois entrer en octets, combien d'octets est-ce que je dois réserver pour cet espace. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction. Nous avons une variable temporaire t0 égale x multiplié par y, deux variables locales. Nous avons un t1 égale t0 multiplié par z et x, la variable locale, égale t1. Après ça, la fonction, la procédure est terminée. Alors maintenant, on doit compter, c'est quoi cette valeur ici? Combien de variables locales et temporaires et de quel type? T0, c'est un entier. X, c'est un entier, ça fait 2. Y, c'est un entier, ça fait 3. Z, c'est un paramètre, donc on ne doit pas le compter. Il ne compte pas dans cet espace. Et T1, c'est une variable temporaire, on doit le compter. Donc ça fait 4 variables temporaires, tous de type int. Ça veut dire 4 fois 4, ça fait 16. Donc, ce que je dois écrire ici, c'est 16. Je n'ai pas compté le z parce que z, c'est un paramètre. Et comme on a vu, l'espace réservé aux paramètres est différent de l'espace réservé aux variables locales et temporaires. Maintenant, pour le main, c'est aussi une fonction, donc begin func. Et je dois spécifier combien je dois réserver pour l'espace total, pour les variables locales et temporaires. Nous avons un t0 égale 137. Param t0, c'est une méthode pour dire que t0 c'est un paramètre. Et après le param, nous avons le call. Call simple function, simple fn, la fonction ici, avec un seul paramètre. Donc le seul paramètre qui est t0. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit écrire ici? C'est quoi l'espace total qu'on doit réserver pour les variables locales et temporaires pour le main? On a utilisé juste le T0, c'est un entier, donc ça doit être 4. Ici, nous avons le même code, 3 adresses du même programme, mais à un niveau plus bas. Au lieu de param et call, on va utiliser le lcall. Donc, on fait push param, le paramètre qui est T0. Et là, on appelle lcall simple fn. Vous voyez, on n'indique pas le nombre de paramètres, mais après l'appel, quand la fonction sera terminée, l'instruction qu'on doit exécuter, elle doit permettre de libérer l'espace qu'on a réservé pour les paramètres. Ici, nous avons un seul paramètre qui est T0, alors on doit le libérer avec pop param 4, c'est 4 octets, c'est le nombre d'octets. C'est un entier prend 4 octets. C'est le même code, c'est juste, c'est un niveau plus bas dans la représentation à 3 adresses. On détaille plus cette deuxième représentation. Nous avons l'appelant en pile un paramètre avec l'instruction push param var. Et je peux faire autant de push param que de paramètres que j'ai pour cette procédure. J'ai aussi begin func n, réserve de la place pour les variables locales et temporaires. Le n, c'est le nombre d'octets total des variables locales et temporaires. End func libère les octets réservés par begin func. Je n'ai pas besoin de libérer moi-même l'espace réservé pour la fonction, pour ses paramètres locaux et temporaires. Le end func, il libère automatiquement cet espace. L'espace des paramètres est libéré par l'appelant en utilisant popParam. Et le popParam, il y a un M. M ici, c'est vraiment l'espace total que les paramètres ils ont pris. Tous les pushParam qu'on a fait avec les types, bien sûr, qu'on a utilisés. Attention, le M est mesuré en octets et non pas le nombre de paramètres. Alors maintenant, si nous avons une pile et avec le G, on va faire push param var, push param pour tous les paramètres que nous avons ici. Une fois qu'on va faire begin func avec le n, là c'est le nombre total d'octets pour les variables locales et temporaires, on va réserver cet espace ici. L'espace total, ça serait n octets et il sera réservé pour les variables locales et temporaires de
G. Si on fait un end-func, qu'est-ce qui va se passer? End-func, automatiquement, cet espace-là, il va être libéré. Il reste, lui, qui est un espace réservé aux paramètres. Je dois faire un pop param n. N, c'est l'espace total réservé aux paramètres en octet. Alors, ce qui va se passer, c'est je vais libérer cette partie. Et maintenant, la fonction n'est plus dans la pile. Il reste juste la première fonction f. Et pour l'enlever aussi, je dois faire la même chose. Quand les instructions sont terminées, je rencontre le end-func et lui va être libéré, cet espace qui est réservé aux variables locales et temporaires. Et après ça, j'ai besoin d'un pop param pour cet espace qui est réservé aux paramètres. On passe maintenant au flow de contrôle. Le flow de contrôle est une suite de pas dans le code d'un programme. Chaque pas indiquant l'énoncé à exécuter ou l'expression à évaluer. On fait les hypothèses suivantes à propos du flow de contrôle. Le flow de contrôle se déplace séquentiellement. L'exécution d'une procédure commence au début du corps de la procédure et rend éventuellement le contrôle au point qui suit immédiatement l'endroit d'où s'est fait l'appel. Alors le flow de contrôle avec pile logique. Nous avons ici un frame pointer qui pointe sur la fonction en cours d'exécution. Je veux lancer une nouvelle fonction, alors je commence par les push param, les différents paramètres de la nouvelle fonction, et ça va donner quelque chose comme ça. Je pointe toujours sur la première fonction, la première procédure, et j'ai empilé les paramètres de la prochaine fonction qui va s'exécuter. Après ça, je fais un begin func avec le n nombre total d'octets réservé à la partie de variables locales et temporaires. Ce qui va se passer maintenant, c'est j'ai maintenant un espace pour la nouvelle fonction, bien sûr, pour les variables locales et temporaires. Et le frame pointer, maintenant, la fonction ou la procédure en cours d'exécution, c'est elle et ce n'est plus elle. Et bien sûr, si je fais un end-func, alors cet espace-là, il est libéré. Et après, je dois faire un pop param et cet espace-là est libéré. Maintenant, nous avons un problème. Sur quoi pointer? On sait la réponse à cette question. On doit pointer sur, on doit revenir à la fonction d'où on a fait l'appel et exécuter l'instruction juste après l'appel. Alors, comment gérer ça avec une pile physique? Comment répondre à cette question? Comment pointer sur la première fonction qui a fait l'appel en utilisant une pile physique? On va répondre à cette question en ajoutant physiquement une case qui permet de pointer sur la procédure qui a appelé cette procédure. Bien sûr, si c'est la première procédure comme le main, elle va pointer sur rien. Et nous aurons une adresse de retour. C'est quoi la prochaine adresse qui sera exécutée dans la procédure qui a fait l'appel? L'instruction qui est juste après l'appel dans la fonction qui a fait l'appel de cette fonction. Et bien sûr, cette valeur, elle va être vide si c'est la première fonction. Aucune autre fonction ne l'a appelée. On va dire comme si c'était le main. Il n'y a aucune fonction qui l'a appelé. Ça veut dire que le RA va être vide et le FP va être vide. Maintenant, on a fait des push param. On veut lancer une nouvelle procédure. Le FP of color, lui, il est nul. Lui, il est nul. Et on pointe sur cette procédure. On a fait un push param, on a ajouté des paramètres. Par la suite, on va faire un begin func n. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant le begin func n? La première chose, il va ajouter le FP of color de la nouvelle procédure et il va contenir l'adresse ici. Donc, il va pointer sur ce FP of color. Ça veut dire que cette procédure qu'on va lancer ici, c'est cette procédure-là qu'il l'a appelée.
Après ça, on va ajouter le RA of color. Ça veut dire, on va venir ici dans le code et on va voir c'est quoi l'adresse de l'instruction où il y a l'appel et on va prendre l'adresse de la prochaine instruction, c'est lui qu'on va mettre dans RA of color. Alors la troisième chose, le frame pointer ne va plus pointer sur cette procédure, mais sur la nouvelle procédure. Et la quatrième étape, c'est tout ce qu'on faisait dans la pile logique, c'est réserver un espace pour les variables locales et temporaires. Maintenant, on peut l'ajouter, sachant que on pointe déjà et on connaît c'est qui a appelé cette procédure. Pour chaque procédure, on va avoir les informations suivantes. Le FP of color, c'est le FP plus 0. Et puisque juste après, on a toujours l'adresse de la prochaine instruction, ça va être FP-4. Et le haut, c'est tous les paramètres. Le premier paramètre, il va commencer à FP plus 4. Et on aura à ce paramètre qu'on veut. Et la première variable locale, elle va commencer à FP-8. Et on peut avoir les variables locales et temporaires ici qu'on a réservées. Les paramètres et variables FP relatifs. Tous ces paramètres et tous ces variables locales et temporaires, ils ont une adresse relative au FP of color. Les paramètres commencent à FP plus 4. D'ici commencent tous les paramètres et continuent vers le haut. Les variables locales et temporaires commencent à FP-8 parce que FP-4 c'est l'adresse de retour, l'adresse de l'instruction qui sera exécutée au retour. Et les variables locales et temporaires vont commencer à FP-8 et continuent vers le bas. Un petit exercice. Alors, donnez les adresses relatives de toutes les variables du programme simple fonction, sachant que le FP du main est 100. On passe maintenant à l'activation de procédure. La durée de vie de l'activation d'une procédure P est la séquence des pas entre le premier et le dernier pas de l'exécution du corps de la procédure inclusivement. Si A et B sont des activations de procédure, alors leurs durées de vie sont soit disjointes, soit imbriquées. Une procédure est récursive si une nouvelle activation de la procédure peut débuter avant la terminaison d'une activation ayant débuté auparavant. La récursivité n'a pas à être directe. Ça veut dire qu'une procédure peut appeler une autre procédure et l'autre procédure peut appeler la première procédure. Et là, on a une récursivité indirecte. Arbre d'activation. On peut présenter graphiquement le flot de contrôle d'une exécution qui implique des procédures à l'aide d'un arbre d'activation où chaque nœud représente une activation d'une procédure. La racine représente l'activation du programme principal. Le nœud d'une activation A est le parent d'une activation B si et seulement si le contrôle passe directement de A à B. Le nœud associé à A se situe à la gauche du nœud associé à B si et seulement si la durée de vie de A a lieu avant la durée de vie de B. Je vais commencer par expliquer le quicksort, l'algorithme du quicksort. Après ça, on va trouver l'arbre d'activation du quicksort sur un exemple, ce qui va vous permettre de mieux comprendre les arbres d'activation. Alors, le tri quicksort, tri rapide en français, est un algorithme de tri qui est basé sur le principe de diviser pour régner. Décomposer le problème de tri d'un tableau en sous-problèmes de tri de sous-tableaux. Alors, le principe de quicksort, on sélectionne un élément pivot de la liste de départ. On partitionne le tableau en deux sous-tableaux. Un premier tableau avec les éléments qui sont inférieurs ou égaux au pivot et un deuxième tableau avec les éléments qui sont supérieurs au pivot. Le pivot se retrouve ainsi placé dans sa position définitive entre ces deux sous-tableaux. Il va être à la bonne place, tout ce qui est à sa gauche est plus petit par exemple, et tout ce qui est à sa droite est plus grand.
Répétez récursivement les étapes 1 et 2 au sous-tableau jusqu'à ce qu'il soit réduit à un élément. Maintenant que le pivot est dans sa place, il faut faire la même chose pour le tableau de gauche et le tableau de droite. Alors, l'algorithme du quicksort. Quicksort mn, donc si m est inférieur à n, alors p partitionné mn, c'est tout le tableau au départ. Mn, c'est tout le tableau au départ. Et P, ça va être notre pivot. Et après ça, quand c'est fait, quand le P est à sa place, alors on va faire la même chose. Quicksort encore de MP, le premier tableau qui est avant P. Et quicksort P plus 1 N, faire la même chose pour le deuxième tableau qui est à droite du pivot. Et maintenant, cette partition, c'est quoi? Partition MN. Alors, pivot égale à AM, on choisit un pivot. Après ça, on fait juste swapper. Tous les éléments qui sont, par exemple, plus petits vont être à gauche. On va faire des permutations. Et ceux qui sont plus grands vont être à droite, si c'est un tri croissant. Appliquons le quicksort sur cet exemple. Nous avons le tableau suivant. Première chose, on va choisir un pivot. On a choisi le premier élément. On prend le premier élément comme pivot. On aurait pu choisir n'importe lequel. Et on va appeler partitionner 0, 6. Le n, ça serait 0 et 6. C'est tout le tableau. Ce que ça va faire, c'est tout ce qui est inférieur à 25 va être à gauche de 25 et tout ce qui est supérieur à 25 va être à droite de 25 avec des permutations bien sûr. Et 25, il est dans sa place définitive. Maintenant, tout ce qui est inférieur à 25 à gauche, tout ce qui est supérieur à 25, il est à droite. Maintenant, ça, c'est le premier sous-tableau et lui, c'est le deuxième sous-tableau. Nous avons deux sous-tableaux, L1 et L2. Et maintenant, on va faire la même chose pour ces deux tableaux. On va commencer par le L1. Maintenant, le NM, ça va être 0, 2. C'est juste ce tableau qu'on va gérer, partitionner. Maintenant, pour L1, on a choisi le 10 comme pivot. Alors, ce qui va y arriver, c'est tout ce qui est inférieur à 10 va être à gauche, ce qui est supérieur à 10 va être à droite. Donc, 10 ici, le 1 ici et le 19 ici. Alors, le 10, il est dans sa place définitive. Maintenant, le L3, ce n'est pas un sous-tableau, c'est juste un seul élément, donc il est dans sa place. Et lui, c'est un seul élément, donc il est dans sa place. La partie gauche, elle est terminée. Il nous reste cette partie droite, le sous-tableau L2. Alors, pour le sous-tableau L2, on va choisir un pivot. On choisit toujours le premier ici. Donc, le premier, c'est 345. Ce qui va y arriver, c'est que tout ce qui est inférieur à 345 va être à gauche. On n'a rien supérieur, donc 345 va être tout à fait à droite et il va rester un sous-tableau qui est L5. C'est le seul qui reste à trier. Alors, pour lui, on va choisir un pivot. On a choisi le 98, toujours le premier de ce sous-tableau. Et ce qui va se passer, c'est que 57 est inférieur à 98. Donc, il va venir à gauche de 98. Et le L6, ce n'est pas un sous-tableau, c'est un seul élément. Et nous avons terminé le tri. Alors ça, c'est juste une information sur le quicksort. Il est en n log n. Et le pire cas, c'est n au carré. Et le pire cas, c'est quand le tableau est trié à l'envers. Et dans ce cas, on est obligé de faire toutes les permutations. Et ça prend n au carré. Alors maintenant, l'arbre d'activation de l'exemple qu'on vient de voir. Ça, c'est juste un rappel par rapport à l'arbre d'activation. On va voir quelque chose comme ça. D'abord, on avait le main. Dans le main, on a appelé l'algorithme de quicksort. Ici, on a appelé Q avec 0,6. C'est la procédure qui était lancée. Donc, Q06, elle a appelé P06 pour partitionner. Et après avoir partitionné, nous avons fait l'appel de Q02 et Q46. Après ça, pour le Q02, ce qu'il a lancé, c'est un P02
Après ça, quicksort 0, 0 avec un seul élément et quicksort avec 2, 2 le même élément. Donc ça s'arrête ici. Q4, 6, ça a donné P4, 6, partition avec 4, 6 et Q4, 5. Et Q4, 5, il a donné P4, 5 et Q4, 4. Et là, on s'arrête. Et c'est comme ça qu'on a eu l'arbre d'activation. Tout ce qui montre l'arbre d'activation, c'est à partir de la racine, la fonction principale, quelles sont toutes les procédures qui étaient lancées. Et maintenant, on sait qu'on a lancé P06 avant Q02 et ainsi de suite. On passe maintenant à l'allocation de l'espace mémoire. L'organisation de l'espace de rangement dans les langages comme Fortran, Pascal, C et Java, etc. Nous avons le code, les différentes instructions. Nous avons les données statiques, comme les variables globales. Nous avons la pile pour la gestion des procédures, comme on l'a vu. Et nous avons un espace, le tas, c'est pour des réservations qu'on va faire à la demande, qu'on doit libérer nous-mêmes. Et n'est pas géré automatiquement comme la pile. Les stratégies suivantes sont utilisées dans les trois zones de données d'un programme. L'allocation statique détermine la disposition finale des données. L'allocation par pile gère l'espace à la manière d'une pile. L'allocation en tas permet l'allocation et la libération des objets sans contrainte sur l'ordre où ces opérations sont effectuées. Parce qu'on sait que dans la pile, quand on empile, on dépile toujours du sommet. Là, on peut libérer ce qu'on veut dans n'importe quelle partie du tas. Alors, l'allocation statique. L'allocation statique permet de lier chaque nom à un emplacement fixe, et ce, dès la compilation. L'allocation statique est couramment utilisée pour les variables globales, mais permet aussi à des noms locaux de devenir persistants. C'est-à-dire que la valeur de ces variables est conservée d'une activation d'une procédure à l'autre. Les avantages, c'est l'allocation la plus simple, c'est l'allocation la plus efficace, plus rien à faire à l'exécution. Inconvénient, l'allocation dynamique est impossible. La taille et les contraintes d'alignement des objets doivent être connues à la compilation. Des procédures récursives générales ne peuvent pas être implémentées. Les blocs d'activation et les données des procédures occupent de l'espace, même en l'absence d'activation. Allocation par pile. L'allocation par pile provient du fait qu'une pile de contrôle est déjà utilisée pour effectuer l'exécution du programme. À chaque activation de procédure, on réserve, on empile un bloc de mémoire pour accommoder la structure d'activation et les variables locales de la procédure. À la fin de l'activation, le bloc est libéré, dépilé, l'espace de rangement qui servait à contenir les valeurs des variables locales est libéré. L'avantage, l'allocation dynamique est possible, permet la récursivité générale. Seuls les blocs d'activation et les données des procédures activées occupent de l'espace. Allocation et libération rapide. Accès aux données presque aussi efficace qu'avec l'allocation statique. Inconvénient, le compilateur doit calculer statiquement la position relative des variables et des champs de la structure d'activation. Allocation dynamique, mais seulement en régime de pile. On ne peut pas aller libérer un espace plus loin, mais juste ce qui est au sommet de la pile. Et on passe maintenant à l'allocation en tas. L'allocation en tas devient nécessaire dans les situations suivantes. La valeur de certaines variables locales doit continuer à exister après l'activation d'une procédure. L'activation de l'appelé survit plus longtemps que l'activation de l'appelant. Exemple, optimisation de la récursivité terminale.